L'Ukraine n'est pas le berceau de la Russie. C'est un argument qu'utilisent évidemment les Russes nationalistes pour montrer le lien indéfectible, immémoriel, séculaire, ancestral entre l'Ukraine et la Russie, pour les inciter, leur légitimer une prise de possession d'une bonne partie de l'Ukraine. À partir du XIIIe, XIVe siècle, il y a un royaume des deux États, un royaume polono-lituanien qui s'est mis en place et qui, du côté des Polonais, a mis la main sur ce qui est aujourd'hui l'Ukraine et du côté des Lituaniens sur ce qui est aujourd'hui la Biélorussie. Les Russes arrivent en Ukraine, dans ce qui va devenir l'Ukraine, au début du XVIe et surtout au XVIIe avec un traité signé en 1654, traité de Péréoslav. Il y a un personnage très important dans l'histoire ukrainienne qui a sa statue au plein centre de Kiev et qui incarne justement cette arrivée des Russes. C'est Khmelnytsky. Il incarne cette première indépendance des Ukrainiens vis-à-vis des Polonais et des Lituaniens, mais compte tenu de la suite de l'histoire, il est vu de manière beaucoup moins agréable et positive par les Ukrainiens nationalistes parce que c'est lui qui signe le traité avec les Russes en 1654 et donc d'une certaine manière on lui attribue la responsabilité de la future emprise des Russes à venir. L'émergence d'un sentiment national, il va être progressif et il va arriver surtout à la fin du XVIIIe siècle et tout au cours du XIXe siècle. Pour qu'il y ait une conscience nationale, il faut qu'il y ait une conscience linguistique. Et jusque-là, en fait, l'ukrainien, c'est qu'un patois. Et il y a une transformation du patois en une langue vernaculaire écrite, avec un alphabet cyrillique, mais une grammaire qui est en fait héritée du slavon, c'est-à-dire la langue de l'Église orthodoxe. Et à partir du développement de la langue, il y a aussi le développement d'élites intellectuelles qui en plus sont soutenues par les Austro-Hongrois parce que la grande question à l'époque, c'est se débarrasser des Polonais toujours, parce qu'il y a eu plusieurs siècles de polonisation. Et donc comme la Pologne n'existe plus, il faut dépoloniser le pays et les élites en particulier. Donc ça va permettre l'émergence d'une élite ukrainienne qui commence à, par exemple, recueillir ça commence toujours par les chansons folkloriques, qui commence à recueillir aussi, à écrire une histoire de l'Ukraine au XIXe siècle. Ce qui va devenir l'Ukraine indépendante pour la première fois en 1917-1918 est partagé jusque-là en deux. Il y a le côté austro-hongrois, dont on vient de parler, et puis il y a le côté russe. Les Russes qui sont, eux, dans une autre dynamique, qui est la dynamique d'une constitution d'une nation slave, une grande nation slave, qui est constituée à la fois des Russes, des Biélorusses, c'est-à-dire en russe, ça veut dire les Russes blancs, et puis des petits Russes. C'est comme ça qu'on rebaptise les Ukrainiens. Ce sont les petits Russes ou les petits Russiens. À ce moment-là, il y a une gestion assez jacobine, on va dire, centralisatrice de la partie ukrainienne. Donc qui n'a pas du tout la même gestion que la gestion austro-hongroise. Mais il va y avoir par phénomène de contagion au XIXe siècle, entre les deux zones, cette idée qu'il y aurait une nation ukrainienne va aussi gagner à partir de la zone austro-hongroise, la zone russe. Si bien que quand les événements, les circonstances le permettent, au début du XXe siècle, il peut y avoir la naissance d'une Ukraine indépendante. Cette indépendance ne dure que 3 ans, entre 1918 et 1921. On passe sur les détails d'une guerre civile où les Ukrainiens en fait, vont perdre la partie contre les communistes. L'Ukraine va être englobée dans l'URSS, donc dans toutes ces républiques socialistes. Il va y avoir la République socialiste ukrainienne. C'est une gestion dans les années 20 à peu près lâche et libre au départ, parce que c'est la conception des nationalités selon Lénine, mais qui va céder la place à une autre conception qui est celle de Staline, beaucoup plus stricte, beaucoup plus russifiante. L'Ukraine, qui est un pays très riche, constitué de 80% d'agriculteurs, de paysans, de riches paysans. Or, la collectivisation, évidemment, va leur prendre les terres. Donc il y a de multiples révoltes. Et Staline décide de mater, d'éradiquer en fait tous ces paysans, ces koulaks, et de les affamer. C'est ce qu'on appelle chez les Ukrainiens l'Holodomor, c'est-à-dire le massacre par la faim. Sur les 7 millions de morts de cette période, qui s'étend entre, disons, 1930 et 1935, 4 millions de morts vont concerner l'Ukraine. Et c'est évidemment une grosse
pomme de discorde, plus que ça encore, un énorme reproche toujours adressé par les Ukrainiens à la Russie, allant même jusqu'à l'idée d'un génocide que les Russes communistes auraient commis envers les Ukrainiens. Cette notion de génocide, c'est-à-dire d'intentionnalité d'une éradication de tout un peuple, elle est encore aujourd'hui discutée par les historiens, elle n'est pas du tout tranchée.